The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Il y a ici dans le monde ce qu'on appelle des lignes du monde. C'est-à-dire nous, à l'intérieur de notre corps, on a des veines et des artères. Pourquoi ça serait différent au niveau de la Terre? La Terre elle-même, il y a des veines et des artères, c'est-à-dire des chemins privilégiés de circulation de l'information. Et il se trouve que sur ces chemins privilégiés, nous, quand on va dessus, ça nous rectifie. C'est-à-dire ça nous rend droit. Et nous rendant droit, ça laisse passer la lumière à l'intérieur et c'est l'illumination. Alors évidemment, imaginez un chemin de pèlerinage qui suit ce chemin-là. Moi, je fais un pèlerinage pour quelque raison que ce soit, je m'en fous finalement. L'important, c'est de suivre cette ligne. Alors les anciens, quand ils sont tombés sur cette ligne bien avant qu'il y ait des pèlerinages, ils se sont sentis bien, et à certains endroits, ils ont mis des jalons, c'est-à-dire qu'ils ont mis des pierres. Et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. On va aller voir des pierres qui ont été mises là il y a 7000. Pour l'amener, c'est simple, elle est venue en volant. Alors on a fait voler les pierres. Alors on dit, ça y est, c'est fini, il faut arrêter la prune. Hein. Et vous allez me dire, mais c'est absolument pas possible faire voler une pierre, enfin ça n'existe pas. Et pourtant, ça vous est déjà arrivé d'avoir votre téléphone portable sur votre table de nuit, il est en vibreur, quelqu'un vous appelle, il glisse et il tombe. Ça veut dire que s'il y a une bonne vibration, alors votre téléphone, il glisse. Donc ça veut dire que si je suis capable de trouver la bonne vibration, si c'est vrai pour votre téléphone, pourquoi ça serait pas vrai pour la pierre? Et peut-être qu'en chantant devant une pierre d'une certaine manière, elle se met à vibrer, elle touche plus le sol, et si je fais ça, elle se bouge. Donc peut-être que la vibration, peut-être que le chant est capable d'agir sur la matière. Nous, cherchants, c'est excessivement intéressant parce que ça veut dire que la vibration peut modifier la matière. Tu vois, c'était les petits ponts de pierre du Moyen-Âge. Donc là, on est sur une très vieille voie du Moyen-Âge, et sûrement même peut-être plus ancienne, peut-être une voie romaine. Et voilà, le trou du loup maintenant. La balade est fléchée. Super, tout le monde peut aller voir le trou du loup. Trou du loup. Hein? Tu vois, les Chartreux continuent à poser des croix. Merveilleux.
Voilà, toute la Chartreuse est cernée et protégée de croix par les Chartreux. Savoir que c'est un ordre qui déposait des croix sur tous les tours de la Chartreuse et même au cœur de la Chartreuse. Donc on reconnaît bien là le symbole des Chartreux sur la croix. Je dirais pas une ancienne pierre à sacrifice dans cet endroit là, ça surprend pas. Mais... regarde ici là. Là. On sait qu'ici il y avait des présences celtes, il y a des pierres dressées en pagaille. Peut-être que c'est encore une de ces anciennes pierres occultes. Bah dis donc là, la Chartreuse elle est vraiment magique. Et regarde la taille des arbres qu'il y a derrière toi, ce gigantisme. Je voulais lancer une théorie là qui me vient à l'esprit. Ces bassins creusés là ne sont souvent pas naturels, ils ont bien été creusés à l'époque probablement entre le néolithique ou voire peut-être le Moyen-Âge, enfin le début du Moyen-Âge. Des théories qui n'ont pas été avancées, mais la mienne, c'est que quand on observe ce genre de pierre qui a souvent été... souvent les gens ont imaginé des cultes sanguinaires sur ce genre de roches, mais en réalité pour moi elles sont souvent placées sur des zones de passage très anciens, comme ici, une voie médiévale qui a dû être très usitée. On voit même juste à côté donc la fameuse croix des Chartreux. Et on peut voir en réalité que ces grandes pierres sont susceptibles, quand il y a des pluies, de fortes pluies, de réceptionner la pluie, et on dirait qu'elles ont été façonnées pour que l'eau tombe dans ces riz, passe par des rigoles et tombe dans ces récipients. Voilà, des petits, vous voyez, les grandes quand même, des petites baignoires, ou enfin ça c'est plus de la taille d'un cupule, là c'est quand même déjà assez conséquent. On peut voir que l'eau là glisse vraiment sur la roche pour aller dans le trou. Et c'est souvent le cas sur beaucoup de roches un peu considérées comme des lieux de culte, mais en réalité il y avait peut-être rien de cultuel là derrière. En tout cas, je pense que c'était simplement pour réceptionner l'eau et puis offrir à boire aux gens qui passaient sur ces chemins. Voilà. Car il faut savoir que parfois les sources étaient asséchées, ou alors c'était peut-être un moyen des fois d'avoir un peu d'eau. Voilà. Voilà ce que j'en pense. C'est une de mes théories que j'avance. Mais c'est vrai que quand on voit comment est constituée cette roche, je crois que c'est un mirage. On est sauvé par les mirages. Quand on voit comment est constituée cette roche, on peut voir que là, il y a encore des trous qui ont été creusés et que l'eau devait probablement tomber dans cette rigole là, et puis tomber dans ce trou. Alors peut-être que il n'y a rien de naturel pour moi, c'était peut-être à usage pratique, hein. Un usage très pratique en réalité. Alors souvent on va chercher loin des idées farfelues, alors que l'essentiel, c'était la survie, c'était de boire et de manger, hein. Pour moi, cette pierre n'a donc quasiment plus rien de cultuel. Voilà. Nous pouvons continuer, Maya. Ouais, on peut continuer. Tu penses quoi de cet endroit alors, sur le plan énergétique? On est bien. On t'a vu? C'est un endroit où on se sent bien. Ouais. Hier, il y a une partie on a fait encore une rando hier, à la fontaine d'immortalité, on était bien. Mais quand on s'éloignait sur d'autres secteurs, on n'avait rien de très positif, c'était pas très agréable. Alors bon, il y a des sites comme ça, je ne sais pas pourquoi, qui... On se sentait oppressé, même. Ouais, ici c'est l'impression inverse. Ici on recharge ses batteries quand on se promène, quoi. Voilà, c'est des lieux où il règne vraiment une magnifique énergie. Ça monte à Maya. Alors ouais, on n'est pas encore au mois d'août, mais en Chartreuse à cette époque, il règne une sécheresse impitoyable. Donc rarement vu de mémoire d'homme. Ça reporte, moi la dernière fois que j'ai vu une sécheresse
comme ça en Isère, c'était en 2003. Cette année, on a pour l'instant pu échapper aux incendies. J'espère que ça va durer. Le château avait été complètement détruit. Ils ont refait une petite chapelle. J'ai l'impression de ne pas avoir d'énergie là. Ouais, parce que c'est ici, l'énergie elle est bonne, elle est puissante. Bon, bah, je pense qu'on va avoir de la pluie. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que regarde, il commence à y avoir des chemtrails. Quand il y a des chemtrails, ça veut dire qu'il pleut. Carrière qui a été donc exploitée jusqu'en 1954. C'est récente. À côté, il y en a deux beaucoup plus anciennes qui avaient dû servir à la construction de châteaux. C'est marrant. Donc une petite exploitation. Un gars devait vivre de ça ici. Impressionnant. Et voilà le fer. Pour accrocher à l'époque, c'était les bœufs qui tiraient tout ça. Pas trop de moyens mécaniques, hein, c'était la force des animaux. Voilà, ça va rester figé à tout jamais ici. L'origan, ça plaît aux insectes. S'il y avait déjà eu un trou, voilà, on peut voir. Il y a un affaissement. Et il y a des pierres qui calaient une structure qui s'est affaissée. Voilà. Donc quel en était l'usage? J'en sais rien. Mais c'est un signe qu'il s'est passé quelque chose dans le secteur. Voilà. Et là nous allons, il y a en bave un petit peu là. Là, trop chaud. Et nous allons au dolmen de Pierre-Aigu. Regarde s'il n'y a pas des vipères, Maya, parce que tout à l'heure j'ai failli marcher sur une vipère. Ah mais t'en as vu une? Non, regarde. Alors, je crois bien qu'il y a encore beaucoup de pierres que je n'avais pas vues dans cette forêt. J'ai plus aucun doute sur le fait que ce soit
une forêt de culte arthurien. Alors là, je crois que c'est la totale. Quand on voit ça, je vais vous faire voir. La pierre aiguë, hein. Voilà, pierre aiguë. Donc, celui-ci est un caillou en équilibre. Vous voyez, comme on en voit plutôt rarement. Hein. Donc, dans cette forêt, maintenant, il y a un fléchage quand même qui nous permet de repérer. Parce que c'est comme celle de Brocéliande. On a une sorte de valse sans retour. On se perd en forêt, on sait plus, on a l'impression qu'on ne sait plus où on va. Essaye de la basculer, Maria, tu crois qu'on peut? Ah, tu vois, elle bouge pas. Non. Elle est vraiment un équilibre. Je sais pas qui c'est qui l'a placé là, mais alors celui-là, c'est pas la nature qui a dû faire ça. Là, restent les mystères. Voilà. La pierre aiguë de Miribel les Échelles. Voilà, son socle est assez surprenant. Voilà sur quoi elle repose. Hein. Ce gros bloc de plus d'une tonne, sûrement. Plusieurs tonnes même. Voilà. Insolite. Il n'y a pas de cupule. Elle ne bouge pas. N'est-ce pas? Elle est décalée. Je peux me cacher totalement derrière. Il n'y a pas de cupule sur celle-ci. Étrange. Franchement, pas d'explication. L'origine de cette pierre comme ça. Mais elle est très belle. Ça, c'est un lieu magique pour moi. Quand on a quelque chose qui représente ça. Puis dans un endroit où il y a peu de passages, on est vraiment tranquille ici par contre. Si on a besoin de s'évader du monde des ignorants et des fous, on est bien dans cette forêt là. Il y a une magie. On entend les oiseaux qui sifflent. Voilà, ici, il y a une très bonne énergie. Ici, nous avons une plante qui est une plante indicatrice qu'on trouve dans tout le sous-bois. Depuis tout à l'heure, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé dans la zone. Là, tout le sous-bois, c'est de la pervenche, donc une Vinca minor. La plante des chercheurs de trésors. C'est-à-dire que quand elle est présente, c'est qu'ici, il y a eu présence humaine. Voilà, c'est une rudérale des sous-bois. On peut voir une autre curiosité avec un arbre qui a poussé d'une manière assez exubérante. Voilà. C'est super marrant ce qu'on peut trouver dans la nature. Comment ça s'est... est-ce que ça s'est fait tout seul? On ne sait pas. C'est étonnant. Donc, depuis tout à l'heure, dans les champs, je vois qu'il y a des fentes. Ici, ce sont des champs qui sont cultivés, enfin, qui ne sont pas cultivés justement, mais qui sont là pour le foin. Donc on ne les gratte pas, mais je soupçonne qu'il y ait beaucoup de trouvailles à faire dans le secteur. Ça monte, on monte encore, on monte encore. Ouais, c'est physique. Hein. Bon, Marie-Ange se remet en jambes. Hein. En fait, elle a plus de mal, c'est pas avec le muscle, hein, c'est avec le cardio. Pour moi ici, pas de doute, le site est ultra mystérieux. Alors, certains me prendront pour un farfelu. Moi, je sais que ça fait de nombreuses années que je fais ce travail. Je suis ni archéologue, ni historien. Je suis juste aventurier. Et bah, c'est physique. Hein. Moi, je vais voir sur le terrain. Je ne parle pas sans savoir. On peut voir ces magnifiques sous-bois couverts derrière moi de Vinca, la fameuse plante des chercheurs de trésors. Il faut savoir que la Vinca est aussi une plante
qui est un neurodilatateur. On la prend en infusion, à la valeur d'une poignée de plantes, fraîches ou sèches. On la met de l'eau en ébullition et on infuse. On infuse le temps qu'il faut, comme pour du thé. Et donc ça fait circuler le sang dans le cerveau. Ce neurodilatateur, c'est un secret d'alchimiste et de druide. Et vous aurez peut-être pas vous poisonner avec. Regardez un peu ce sous-bois merveilleux avec cette chaleur. Il fait 35 degrés là, en altitude aujourd'hui. C'est comme je dis, c'est vraiment une année exceptionnelle. Il y a une belle sécheresse. Et donc avec cette infusion, vous pourrez améliorer vos performances intellectuelles car le sang monte au cerveau. Voilà, c'était pour la petite information. Alors je continue ma balade. Je vais sûrement l'abréger parce que j'ai des choses à faire en fin de journée. J'ai encore de la route pour rentrer. Et ça fait 5 fois que je viens dans cette forêt. Là cette fois-ci j'ai choisi de faire un itinéraire pour pas trop me perdre dans les endroits où il ne fallait pas aller. Mais en réalité, le secteur est immense et plusieurs hectares. Et il y a des merveilles de partout. C'est un endroit qui est, franchement, c'est un coup de cœur pour moi. J'ai encore de nombreuses pérégrinations à faire dans le secteur. Et donc, chaque fois que je viens, je suis émerveillé. Des pierres qui ont été posées. Hein. C'est un beau tracé. On se croirait dans un jardin. Incroyable. Maya connaît le chemin. Bravo ma chérie, tu connais le chemin. Je vais la remettre en jambe celle-là, ça va lui faire du bien. Pour me suivre partout. Aïe. Donc là nous avons une autre curiosité. Voilà, une pierre à sacrifice. Alors, pierre à sacrifice, voilà. On revient sur le... Alors je vais vérifier sur cette pierre. Pour moi, ce n'était pas une pierre qui retenait le sang. Même si je ne veux pas totalement effacer cette probabilité. Pour moi, c'était une pierre qui était située sur un très vieux chemin qui était adapté pour capter l'eau, souvent avec des grandes surfaces, vous voyez. Et puis les faire circuler dans des cupules ou des trous, voilà. Donc là, on peut bien voir que je vérifie encore cette possibilité. Voilà, donc je ne suis pas spécialiste, alors j'avance des choses, mais je ne sais pas si j'ai raison. Et je pense que cette éventualité est une forte probabilité. Nous avons, vous voyez, des cupules creusées, on en trouve plusieurs donc sur les pierres de cette forêt. Je ne pourrais pas tout filmer aujourd'hui. Voilà, donc quand il pleuvait, l'eau glissait sur les pierres et remplissait ces petites écuelles qui semblent avoir été, qui sont probablement pas naturelles. Celle-ci semble quand même avoir été taillée. Et on voit bien que l'eau circule dans une espèce de rigole. On trouve ça assez fréquemment dans la plupart des sites néolithiques. Est-ce que les gens ont oublié de vérifier si c'était des zones où il y avait du passage, mais c'est bien souvent le cas. Voilà. Donc peut-être que les primitifs trouvaient de l'eau, hein, tout simplement. À défaut de source, on récupérait l'eau qui venait du ciel. Hein. Donc on peut bien voir, hein. L'eau glisse, hop, et remplit ces petites écuelles. Voilà, la pierre est suffisamment grosse pour réceptionner l'eau. Ça fait penser à des bénitiers. Donc l'eau était sans doute sacrée car elle fait partie de la survie. Hein. On a tous besoin d'eau. Alors voilà, je pense une pierre à sacrifice qui porte mal son nom. Donc là, pas besoin d'aller bien loin, on trouve une autre pierre encore. Voilà, celle-là, elle est énorme, je l'avais déjà vue. Je crois que c'est la pierre de l'Antillère. Pareil, on se demande comment ce bloc a été charrié ici. Il n'a pas roulé d'une montagne. Il n'y a pas de montagne autour puisqu'on est sur le sommet. Je ne vois pas comment on a pu emmener une telle pierre
aussi grosse, encore même plus grosse que celle qu'on a vue tout à l'heure en équilibre. Donc c'est un peu le même concept. Beaucoup plus grosse et toujours le dolmen de l'Antillère est toujours posé sur un socle. Voilà. Alors celle-là peut-être qu'elle a bougé, je sais pas. Ou peut-être que le travail a été inachevé. Donc un sacré bloc quand même. Voilà, je rappelle que nous sommes en Isère, nous ne sommes pas en Bretagne. Ah, il y a des cupules. Ouais, il y a des cupules. Donc voilà, les fameux cupules. Donc tout ça, ce n'est pas naturel. C'est bien des pierres qui ont été taillées pour la cupule là. Alors on a pu voir tout à l'heure la fameuse pierre qui avait été déplacée. Une pierre à cupule. Donc on voit de nombreuses cupules alignées, pareil comme là. On voit une cupule qui n'est pas finie et un alignement de cupules. C'est pas naturel. À chaque fois, ces cupules ici sont alignées. On trouve une ici qui a été entamée, une un peu plus grosse ici. On voit qu'elle n'est pas naturelle, je pense pas. Elle devait servir certainement à récolter l'eau, pareil, comme un bénitier. C'est un peu la fonction du bénitier sacré qu'on a dans les églises. Voilà. Pour moi, il y a un lien. Et il y en a plein la pierre, donc des entamés qui n'ont pas été finis de tailler, on dirait. Si curieusement. Donc il y a trop de pierres de ce type avec des alignements de cupules, comme on peut voir là. Pour dire que c'est la nature qui a fait ça. Puis vous voyez, ma main est petite. Hein. Des belles cupules. Celle-ci est beaucoup plus grosse. On en trouve à certains endroits beaucoup plus importantes que celle-là. Hein. Vue de haut, on dirait comme la représentation de constellations. Ouais, certains ont imaginé cette possibilité. Mais il ne faudrait pas que certaines possibilités nous égarent. Restons rationnels. Bon, en direct du dolmen d'Antillère, voilà, je suis dessus. J'ai une belle hauteur, un beau bloc, et j'ai pas fini d'en découvrir dans cette forêt magique. C'est la forêt magique de Miribel-les-Échelles. Un vrai plaisir, une très belle découverte. Et en plus, ici, vous ne serez pas embêté par des hordes de touristes, parce que la balade n'est pas si facile que ça. Il n'y a que les curieux et les gens qui aiment le silence des forêts, la tranquillité des lieux, ceux qui s'inspirent de la nature, qui pourront passer un moment merveilleux dans ce coin. Cette forêt magique, ce site que j'appelle les forêts de culte arthurien. Voilà, petite minute de naturalisme. Alors cette plante à fleurs assez curieuse, je fais attention qu'il n'y ait pas de vipère parce que tout à l'heure je suis passé à côté, je ne l'ai pas vu. Maria m'a prévenu. Donc ça c'est le mélampyre, assez mal connu. Cette plante mélampyre est une plante qui ne fait pas de photosynthèse. Donc c'est une plante, une plante vampire on appelle ça, voilà. Et c'est assez fréquent en Chartreuse, on la trouve dans les sous-bois ou les lisières de bois. Voilà. Ici, il y en a un petit peu. On voit qu'elle souffre, hein, c'est la sécheresse. Et parfois, on en trouve des quantités astronomiques. On a l'impression qu'un champ a été semé. C'est assez... dans la forêt des Diou, du côté de Saint-Hilaire, c'est vraiment surprenant. Donc cette zone habituellement est très humide. Hein. On peut voir qu'il y a des fougères. Hein. Donc celles-là, elles ont soif, hein. Elles sont rabougries. Voilà, toute la végétation est rabougrie. Et voilà la fameuse zone de l'écuelle de la source. Voilà. Donc la source est vide. Plus d'eau ne coule
nous avons trouvé la fameuse source de l'écuelle qui ne coule plus parce que tout est à sec. Et voilà ce que nous avons trouvé. Une formidable cupule. Non, c'est pas une cupule, mais regardez comment ça a été taillé, c'est impressionnant. Tous les petits motifs là, c'est impressionnant, c'est un relief. Voilà. Donc la taille de ma main, c'est un vrai petit lavabo. L'eau suinte par ces petites tracés là qui ont été. On voit bien que ça a été sculpté. Hein. L'eau suinte, file là-dedans, remplit la petite gamelle d'eau et on coule par là. Alors, vous voyez que l'eau, habituellement quand c'est humide, elle coule d'ici. Voilà. Elle suit ces petits conduits. On peut y mettre la main et on boit.